Bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e foire aux questions. Vous avez été nombreux à nous poser vos questions, notamment sur Instagram, mais aussi par mail, et nous allons prendre le temps d'y répondre aujourd'hui en vidéo. Il s'agit de questions techniques autour de l'élevage bovin laitier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eva, conseillère indépendante en élevage laitier dans le Grand Ouest de la France et cofondatrice de Conseil en agriculture, le site, les réseaux sociaux et la chaîne YouTube sur laquelle vous vous trouvez. On commence tout de suite avec la première question technique que Sarah nous a posée. Elle nous demande « Quelles sont les maladies les plus fréquentes chez les veaux ?» Il existe 3 grandes catégories de maladies qu'on retrouve donc chez les veaux. La première sont les diarrhées néonatales, qui peuvent être issues et expliquées par différentes maladies, et notamment la cryptosporidiose, la coccidiose, mais aussi des virus tels que le rotavirus ou le coronavirus. Les deuxièmes types de maladies qui arrivent sont tout ce qui va être lié aux maladies respiratoires, donc les pneumonies ou les bronchopneumonies qui sont d'origine infectieuse. Et enfin, la troisième maladie que l'on retrouve régulièrement chez les veaux sont les omphalites, qui sont aussi appelées les infections du nombril. La majorité de ces maladies interviennent dès les premiers jours de vie du veau. Et c'est pourquoi c'est la prévention qui est le plus important. On va notamment insister sur la prise du colostrum qui doit être faite tant en termes de qualité qu'en quantité. Bien sûr, on n'oublie pas aussi tous les autres conseils liés à la prévention autour d'une alimentation équilibrée chez le veau, un environnement sain et propre, régulièrement désinfecté, mais aussi un environnement qui va limiter les stress, notamment quand on pense à l'écornage, au changement des lots, etc. Ce que l'on retrouve régulièrement dans ces maladies que l'on trouve chez les veaux, ce sont les diarrhées. Et pour ça, il est important d'intervenir rapidement en faisant un diagnostic précis qui permettra ainsi à vous, éleveurs, accompagnés si besoin de votre vétérinaire, d'établir un protocole de soins efficace. On passe maintenant à la deuxième question. Quentin nous demande « Que pensez-vous du lait fermenté pour les veaux ?» Le lait fermenté est aussi appelé yogourt chez les éleveurs. C'est un type de lait que l'on peut distribuer sur des veaux qui ne seront pas encore sevrés. Le lait yogourt ou le lait fermenté a plusieurs intérêts. Notamment le premier qui va être un apport naturel en probiotiques. Et il est connu et reconnu que les probiotiques ont la possibilité d'activer mieux la flore intestinale pour faciliter la digestion du veau. L'autre avantage est que la digestibilité d'un lait fermenté ou d'un lait yogourt est facilitée étant donné que les bactéries lactiques qui le composent sont déjà présentes et prédigèrent le lactose, ce qui va permettre d'avoir une digestion de ce lait pour les veaux qui est beaucoup plus simple. Et le dernier point est que le lait yogourt peut être conservé plus longtemps en élevage qu'un simple mélange à base de poudre de lait ou bien du lait entier qui serait venu lors de la traite. Vous l'aurez compris, le lait fermenté présente des avantages, notamment en termes de digestion et de facilité de distribution, mais il y a quand même quelques vigilances à avoir en tête, notamment d'avoir une intégration du lait yogourt ou du lait fermenté de manière progressive lorsque vous changez l'alimentation du veau, de bien garder une prise colostrale nécessaire dès les premiers jours du veau avant de passer au lait yogourt fermenté. Et puis la dernière, c'est de toujours vérifier que les quantités et la qualité de ce lait yogourt sont suffisantes par rapport aux besoins de vos veaux. C'est parti pour la question 3. Et c'est Hugo qui nous demande « Quel est le temps de fermentation d'un silo ?» Eh bien, la durée de fermentation d'un silo va varier selon le type de fourrage. Si l'on commence par l'ensilage de maïs, la fermentation primaire va durer entre 2 à 3 semaines. Elle est ensuite suivie d'un temps de fermentation plus complète qui va généralement jusqu'à 6 semaines, ce qui permet une maturation du maïs et donc une meilleure digestibilité de cet ensilage de maïs. C'est pourquoi vous entendrez régulièrement qu'il vaut mieux attendre 2 mois avant d'ouvrir un ensilage de maïs, puisqu'en fait, cela permet à la fois d'attendre que la fermentation du silo est faite, mais aussi que la maturation du maïs est arrivée à son apogée. Si l'on en vient maintenant aux ensilages d'herbe ou éventuellement aux ensilages de métail, on va être sur des temps de fermentation primaire qui sont plutôt entre 3 à 4 semaines, donc un petit peu plus long qu'un ensilage de maïs. En revanche, la fermentation complète prend plus de temps. On est plutôt aux alentours de 6 à 10 semaines selon les compositions de l'ensilage. Et c'est expliqué par une notion toute simple. C'est la teneur en sucre qui est plus basse en herbe qu'en maïs, qui va du coup expliquer que la fermentation dure plus longtemps,
puisqu'il est bien connu que les sucres favorisent la fermentation d'un ensilage. Il y a d'autres paramètres qui peuvent influencer le temps de fermentation d'un silo, et je pense notamment à la teneur en matière sèche du fourrage à laquelle vous allez le récolter, mais aussi l'ajout éventuel d'inoculants ou de conservateurs, mais aussi la qualité du tassement et le type de silo dans lequel vous allez mettre votre ensilage. Typiquement, un silo couloir avec des murs va permettre une meilleure fermentation qu'un silo taupinière réalisé au champ. Retenez une chose, on peut ouvrir un silo stable au bout d'un mois. En revanche, il est plutôt conseillé d'attendre 2 mois. Pour un ensilage de maïs, c'est expliqué par la maturation du maïs qui dure plus longtemps. Et l'herbe, ça permet une stabilisation complète de la fermentation. Et en avant pour la question 4 qui nous est posée par Agripassion, j'imagine un passionné d'agriculture. Il nous demande quelle solution pour lutter contre la crypto chez le veau laitier. Donc la crypto, c'est le petit nom qu'on donne à la maladie cryptosporidiose, qui est en fait une maladie parasitaire générée par un protozoaire microscopique, connu sous le nom de Cryptosporidium, d'où le nom de la maladie. Et donc, c'est une maladie qui atteint particulièrement les veaux âgés entre 3 jours et 4 semaines, donc plutôt de très jeunes veaux. La maladie, on la reconnaît notamment par des diarrhées assez aiguës chez les veaux qui sont aussi liées à un phénomène de déshydratation et parfois même une anorexie du veau. Pour lutter contre la cryptosporidiose et pour limiter les cas dans les élevages en termes de prévention, il est important de bien avoir en tête que la cryptosporidiose se transmet par l'ingestion de cryptosporidium qui doivent être dans l'environnement et c'est rejeté du coup par les veaux dans leurs fesses, notamment lors des phénomènes de diarrhée. Et si un autre veau va venir manger de la litière souillée ou de l'eau dans laquelle peut avoir des cryptosporidium, ainsi ça se transmet par voie orale. Donc c'est pourquoi il est important, dans le cas où vous avez des veaux atteints de crypto, de limiter les phénomènes de transmission dans l'environnement. Donc ça veut dire désinfecter les environnements de manière répétée avec des produits qui répondent à des dilutions bien spécifiques, donc à bien lire sur les étiquettes des produits, de limiter l'utilisation notamment lors des tétines des veaux sur les seaux à une tétine par veau et de ne pas du coup croiser les contaminations, de bien nettoyer les abreuvoirs, de réaliser des visites sanitaires réguliers, puisqu'en fait, vous le verrez très rapidement avec vos vétérinaires, mais il est généralement conseillé de donner des antispasmodiques, donc de quoi éviter les maux de ventre chez le veau, ainsi que des antidiarrhéiques qui vont permettre du coup de limiter le phénomène de diarrhée, ainsi que des poches de réhydratation, puisqu'en fait, on ne peut pas véritablement combattre la cryptosporidium, donc on va plutôt faire du palliatif. Donc pensez plutôt en termes de prévention à avoir un environnement très sain et de tout de suite agir si jamais vous avez des veaux qui sont sujets à des phénomènes de diarrhée liés à cryptosporidium. C'est parti pour la question 5. Et Benoît nous demande quels sont les besoins en acides aminés chez la vache laitière. Les vaches laitières ont besoin de 10 acides aminés essentiels, mais il y en a 2 qui sont limitants. C'est notamment le cas de la méthionine et de la lysine. Pour bien expliquer les choses, il faut avoir en tête qu'une protéine est constituée de plusieurs acides aminés. Donc une protéine, c'est un ensemble, une chaîne de différents acides aminés. Et la vache va venir digérer ces acides aminés et donc casser les liaisons entre les acides aminés lorsqu'elle reçoit une protéine dans son organisme. Et donc c'est en digérant ces acides aminés-là qu'elle va donc valoriser la protéine que l'on lui a proposée à l'auge. Ainsi, lorsqu'il y a une carence d'acides aminés, notamment dits indispensables, et qui sont prêts à être digérés, cela va limiter l'efficacité protéine de la ration. Les recommandations en vache laitière en termes de lysine atteignent 7,2% et pour la méthionine 2,4%. Il faut bien garder en tête qu'on parle de besoins en termes de méthionine et lysine dits digestibles. C'est-à-dire qu'il est important, si vous êtes éleveur et que vous voulez intégrer des acides aminés dans vos rations, de bien acheter de la méthionine et de la lysine qui sont dits rumino-protégés. Cela veut confirmer que la méthionine et la lysine seront digérées directement dans l'intestin
et que quand bien même ils vont passer dans le rumen, ils ne seront pas, on va dire, bêtement dégradés librement dans le rumen, et donc on sera sûr qu'ils passeront directement dans l'intestin pour être sûr d'être valorisés par la vache. Donc pensez bien, si vous achetez de la méthionine et de la lysine, de les acheter rumino-protégés. Il faut aussi bien garder en tête que le ratio méthionine sur lysine doit être de 1:3 pour répondre aux besoins de l'animal. Il y a davantage de méthionine dans le tourteau de colza et en revanche, il y a davantage de lysine dans le tourteau de soja. Donc, vous l'aurez compris, selon les complémentations et les fourrages que vous donnez à vos animaux, il est indispensable de vérifier quels sont les apports, puisqu'en fait, ils peuvent varier selon les complémentations que vous donnez à vos animaux. Donc, retenez une chose, méthionine, lysine, ce sont les 2 acides aminés limitants chez la vache laitière. Si vous voulez en intégrer dans la ration, il faut garder que ça peut avoir un intérêt pour maximiser l'efficacité de la protéine brute distribuée à l'auge, mais attention, distribuez bien de la méthionine et de la lysine seulement si elles sont rumino-protégées. On passe à la question 6, et c'est Paul qui nous demande comment composer idéalement la ration des vaches taries. Je me permets de préciser que l'on parle ici de vaches taries, donc à 2 mois du vélage, et pas des vaches en préparation au vélage, qui c'est plutôt à 1 mois avant vélage. Ainsi, ce que je recommande en termes de ration pour les vaches taries est un apport de fibres efficaces qui vont permettre de maximiser le fonctionnement des papilles ruminales et donc le fonctionnement général du rumen. Il est recommandé de leur apporter entre 13 et 14 kg de matière sèche par vache par jour. Et en termes de valeur alimentaire, on recommande 9 UFL par vache par jour, 800 g de protéines digestibles directement dans l'intestin, 25 g de phosphore, 50 g de calcium, 20 g de sel et bien sûr de l'eau à volonté. On a tendance aussi à conseiller des fourrages qui vont être plutôt pauvres en potassium et donc cela, on favorise l'intégration dans les rations des foins, de la paille et de l'ensilage de maïs. Si l'on veut bien préparer les vaches taries à leur phase de préparation au vélage, on pensera bien à garder en tête qu'il vaut mieux établir une ration dite à BACA négatif. Il a en effet été prouvé que la balance anion-cation doit être négative pour permettre à la vache de mieux pouvoir mobiliser le calcium qu'elle a d'ores et déjà dans son organisme. Et ça, c'est absolument essentiel pour garantir un bon déroulement du vélage et un excellent démarrage en lactation. Vous pouvez donc garder en tête que les aliments dits à BACA négatif sont notamment le maïs, le blé et aussi le tourteau de colza. Et à l'inverse, les aliments à BACA positif que l'on voudra plutôt éviter en vache tarie et en vache en préparation au vélage sont l'herbe et tous ses dérivés, donc le pâturage, l'ensilage d'herbe, etc., mais aussi les pommes de terre et les betteraves. Et c'est parti pour la dernière et 7e question qui nous a été posée par Agriferrage. Il nous demande: pour ou contre l'aliment de démarrage avec du propylène ou du propylène systématique aux fraîches vélées? On va commencer du coup par les points favorables à l'utilisation du propylène glycol. Il a un intérêt pour limiter le déficit énergétique chez les vaches. Il permet aussi de limiter les risques d'acétonémie ou bien les intoxications par les corps cétoniques. Et ça marche surtout sur les vaches qui sont dites à risque, notamment les vaches grasses, les vaches dites hautes productrices et les vaches qui sont au-delà de leur 3e lactation. Si l'on en vient maintenant au point plutôt dit défavorable, on pourra souligner que c'est un traitement qui est coûteux puisqu'il est vendu généralement autour de 3 000 € la tonne. Surtout s'il est utilisé en systématique, ça devient coûteux. Et on peut l'utiliser que sous format liquide puisque d'un point de vue chimique, on ne peut pas mettre le propylène glycol dans une autre forme que du liquide. Donc il est plutôt conseillé d'adopter une approche ciblée plutôt qu'une approche systématique. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place l'utilisation de tests, notamment connus sous les bandelettes kétotests, qui vont permettre de voir si une vache est sujette en effet à une acétonémie, et si tel est le cas, de lui donner du propylène glycol. Mais cela permet aussi d'éviter l'usage systématique du propylène à des vaches qui finalement n'en auraient pas besoin. Et vu le coût de ce produit, c'est quand même intéressant de pouvoir limiter son usage. Et on n'oubliera pas non plus que le propylène glycol n'a aucun intérêt sur les acétonémies de type 3 qui sont expliquées par des ensilages qui seraient mal conservés. Et le propylène glycol n'est pas forcément très utile dans des situations d'acétonémie de type 2, notamment sur les symptômes de la vache grasse. Donc gardez bien en tête qu'il est quand même plutôt facile et favorable de
mettre en place des transitions alimentaires qui sont adaptées, une ration de préparation au vélage qui est adaptée notamment en fonction du niveau de production que les vaches vont atteindre, et de bien vérifier que lorsque les vaches sont en phase de démarrage en lactation, qu'elles démarrent sans avoir une note corporelle trop élevée, et si tel est le cas, de plutôt adapter la ration vache en préparation. Si quand bien même vous avez des vaches qui sont à risque, évidemment, l'utilisation du propylène-glycol est intéressante et elle peut être judicieuse de l'utiliser directement dans l'alimentation de démarrage, mais seulement si vous avez fait une approche qui est ciblée plutôt qu'une approche globale, systématique pour tout votre troupeau. Et voilà, cette réponse technique. On vous remercie de nous avoir posé vos questions, notamment sur Instagram, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi poser vos questions techniques autour de l'élevage laitier et des fourrages directement par mail à bonjour@conseillenagriculture.fr et surtout, n'oubliez pas de mettre des pouces, de commenter car c'est comme ça que l'on est motivé à vous faire d'autres vidéos et puis surtout, restez bien abonnés car il y a d'autres vidéos qui arrivent, notamment avec la mise au pâturage car comme vous l'avez vu, le soleil est revenu, les vaches sont dehors.